Discours sur la situation de la nation du Premier ministre, suspension du mandat d'arrêt délivré contre l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida et puis Sénégal, il faut sauver la démocratie et la République. Voici le menu de votre émission, la tribune des éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et analyses des différents médias. Et pour cette tribune, je suis accompagné par trois professionnels des médias. Nous avons Boukari Ouba, journaliste au journal Le Reporter, Michel Nana, rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays et des Nôtres, et enfin nous avons Ousmane Paré, journaliste indépendant. Premier sujet pour cette tribune, le chef du gouvernement a sacrifié au discours sur la situation de la nation devant la représentation nationale. Alors, de manière générale, comment avez-vous apprécié ce discours, Boukari Ouba, au regard des priorités qui ont été définies par la transition, par la charte de la transition? Merci. C'était un discours qui a été, je pense bien, assez suivi par les Burkinabés parce que on attend certainement des annonces et surtout de bonnes annonces. Le Premier ministre s'est prêté à l'exercice qui est une obligation constitutionnelle. Et les députés aussi ont fait leur part de travail. Maintenant, dans le fond, on a pu remarquer un Premier ministre qui est resté égal à lui-même, qu'il aime, il est celui qu'il est. On le connaît de par son caractère. Il a été parfois très offensif à l'Assemblée nationale en termes de déclaration. Il n'a pas épargné la communauté internationale. Il n'a même pas épargné ses compatriotes. Il a enfoncé le discours de la division et non pas de l'union, qui dit, il l'assume d'ailleurs, quelque chose qui peut être regrettable. Mais bref, il a fait son discours. Il a tenté un bilan. Tout le monde, mais est-ce la division? Oui, s'il dit qu'il ne veut pas rassembler tout le monde, c'est qu'il a fait l'option de la division. Je peux comprendre ça comme ça. Je trouve cela regrettable, à part que vers la fin, il y a cette note d'espoir quand même, parce que le président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il avait bien vu, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur ce passage, sur ce propos du Premier ministre pour le recadrer, il faut le dire clairement comme ça, en disant que le rassemblement dont il est question, c'est le rassemblement bien sûr des filles et des fils de ce pays autour de la nation. Donc il n'y a pas autre interprétation. Il ne s'agit pas d'un rassemblement avec des terroristes. Et donc les compatriotes de Maître Kelem, qui ne pensent pas comme lui, ne sont pas tous des terroristes, ne le sont pas du tout. Donc il a intérêt à rassembler tout le monde. Bref, ça c'était un passage du discours. Il y a beaucoup de choses dedans. Il a tenté un bilan en parlant notamment de la réorganisation de l'armée, de l'acquisition de matériel militaire, ce qui est tout à fait vrai. On sait que ces derniers temps, beaucoup d'efforts ont été faits sur ce terrain-là et que bien sûr, on est depuis un certain moment beaucoup plus à l'offensive que dans la défensive, comme ça a été le cas surtout sous le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, un peu aussi sous Damiba. Mais la réalité aussi, c'est que les recherches sur le terrain ne sont pas toujours aussi satisfaisantes que ça. Ça, c'est un volet qui a été totalement absent, occulté, j'imagine bien expressément par le Premier ministre, qui ne s'est pas attardé, qui n'a pas du tout fait le point de la situation du point de vue dramatique, quelles sont les localités en difficulté, la question des déplacés internes, de tous ces axes-là qui sont coupés, et ainsi de suite. Il a préféré ne pas parler de tout ce qui ne va pas et de dire ce qu'ils sont en train de faire. Or, je pense que la situation nationale, c'est justement de parler de ce qu'on est en train de faire, mais aussi de ce qui ne va pas. Ce qui a été encore regrettable, c'est le fait surtout qu'il n'a pas donné de perspective de fin de la transition. Et ça, je pense que pour un discours comme celui-là, un Premier ministre de transition, s'il vient à l'Assemblée nationale, il doit même tenir son discours dans le cadre du calendrier de la transition. Or, vous voyez que le calendrier de la transition a été totalement absent de ce discours-là. D'accord. Alors, Michel Nana, sur le volet sécuritaire, qui est la priorité des priorités, si on peut le dire ainsi, comment est-ce que vous avez trouvé ce discours sur la situation de la nation? Je pense que c'était un discours qui était très difficile à préparer
D'abord parce que le Premier ministre sait très bien qu'il était attendu au pied du mur depuis sa prise de fonction. C'était la première fois qu'il prononce un discours de ce genre-là sur l'état de la nation, je pense. Après son discours de politique générale. Ça, après la déclaration de politique générale. Ensuite, le discours arrive à un moment où il y a la pression des groupes terroristes sur le territoire et sur les populations, chaque jour avec son lot de défaites, même si bien sûr il y a des postes de victoire qu'il faut saluer. Par ailleurs, ce discours intervenait à un moment où les yeux restent toujours tournés vers certains massacres encore très vivaces dans les mémoires des gens, notamment Karma, massacres sur lesquels le gouvernement ne s'est pas vraiment prononcé sur les questions, sur ce qui s'est passé réellement. Et bien sûr, cela intervient aussi, pour terminer, dans un mouvement de manif quelque partout dans le pays pour soutenir la transition. Ça veut dire que quelque part il y avait de la tension en l'air et ce discours devrait refléter vraiment cette tension-là. Sur le plan sécuritaire, je pense qu'il a dit ce qu'il a dit. Bon, nous, on n'a pas d'éléments pour apprécier. Personnellement, je n'ai pas d'éléments pour apprécier par rapport à ce qu'il a dit. Il fait comprendre que je crois que 65% du territoire est sous contrôle de l'État, si je comprends bien, et qu'il y a 20% avec un accès limité pour les FDS. Bon, ça veut dire que quelque part, ils ont pris le territoire avec 40% qui est occupé par les terroristes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a gagné du terrain, 65%. Et si on prend 65%, en plus, on ajoute les 20% qui sont un peu difficiles, ça veut dire qu'on a tout de 80%. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ça? Je n'ai pas d'éléments pour apprécier. Mais je crains fort que ces discours-là, dans les faits, ne reflètent pas la réalité. Mais je ne veux pas être subjectif. Vous n'y croyez pas? Je n'ai pas dit que je n'y crois pas, mais si cela était vrai, si ce diagnostic était vrai, je crois que le Premier ministre n'allait pas dire qu'il n'allait pas organiser les élections sans la sécurité. Si aujourd'hui on a 65%, 70 à 80%, après 6 mois de règne, ça veut dire que dans quelques mois, déjà les 20%, les 30% restants là, vite fait, le territoire serait reconquis. Donc c'est possible d'organiser les élections. Donc je crois qu'en quelque part le Premier ministre s'est contredit en disant qu'il n'allait pas organiser les élections, alors que sur le plan des chiffres, il nous fait comprendre qu'il y a une avancée par rapport à contre le terrorisme. D'accord, et nous allons revenir spécifiquement sur ce cas des élections. Ousmane Paré, 65% du territoire national sous contrôle, 20% avec un accès limité pour les FDS. Comment est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous appréciez? Non, je crois que ce sont des chiffres qu'on est obligé désormais de noter. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut un peu déplorer en fait l'attitude des dirigeants face à la réalité, parce que comme le disait tantôt Oba, le discours sur la situation de la nation doit faire l'état de la nation de façon claire, sans qu'on soit là encore en train de se poser un certain nombre de questions. Parce que, comme je le disais, vous vous souvenez que avant la chute de Damiba, l'une des dernières rencontres avec la CEDEAO, on disait qu'on ne maîtrisait pas 40% donc du territoire. Et il y avait des spécialistes en son temps qui avaient dit que c'était plus que ça. Donc, mais c'était le discours officiel. Et vous savez que depuis leur arrivée au pouvoir, cette transition, on n'est pas très bavard donc par rapport à cette question. Et heureusement que le Premier ministre l'a dit, soit 5%. Donc, si on considère peut-être que depuis leur arrivée, il y a environ 5% du territoire justement qui ont été, qui sont désormais sous le contrôle donc de l'État. Même si on ne sait pas concrètement c'est où, peut-être qu'on nous dira aussi que ça relève du secret défense.
Mais alors qu'il aurait été mieux justement qu'on puisse savoir, parce que si c'est véritablement sous le contrôle de l'État, il ne devrait pas avoir de débat en réalité autour des localités qui ont été mises sous les projecteurs, comme Solenzo. Comme Solenzo, je crois que vous savez actuellement ce qui se passe dans la boucle du monde de façon globale. Je crois qu'on sait ce qui se passe. Il y a eu l'opération Kipirgu, donc je ne sais pas si je prononce bien, Kapirgu, pardon, et vous avez vu qu'il y a eu une communication à un certain moment autour de l'opération, après certaines attaques, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de bilan. Et quand vous discutez justement dans toutes les localités où il y a eu cette opération, les gens vous disent que la situation apparemment ne fait que s'empirer. Voilà, vous avez, quand vous partez dans des localités comme Nouna, etc., et chez nous, à Tougan pratiquement, c'est le no man's land. Donc on ne peut plus faire de mouvement en tant que tel. Il y a beaucoup d'autres localités qui sont signalées et qui seraient sous cette situation. C'est la même chose quand on parle par exemple de la situation des populations déplacées internes. Je crois que dans son discours, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre avait dit qu'on avait environ 2 millions de Burkinabés. Là aussi, il n'avait pas été clair sur les chiffres. Il avait dit environ 2 millions de Burkinabés qui étaient donc en situation de déplacement donc sur le territoire. Maintenant, vous avez vu qu'au niveau du ministère de l'Action humanitaire, on commence à contester, le ministère qui conteste les chiffres qui ont été produits par lui-même, ses agents. Donc, à un certain moment, on se pose beaucoup de questions parce qu'on sait comment le CONASUR procède donc pour faire le point des populations déplacées internes. Et on se souvient également du débat qu'il y a eu sous Damiba. Donc, lorsque le CONASUR, parce qu'il y a eu des moments de silence quand le CONASUR a publié ces chiffres, on dit que non, la comptabilité avait été mal faite, qu'il y avait donc des gens qui avaient été doublement inscrits, etc., etc. Et on assiste encore à ce même débat. Donc, à un certain moment, il faut oser dire tout simplement la vérité à la population. Et vous me permettez juste de faire le lien, parce que pour comprendre la déclaration sur le discours sur la situation de la nation, il faut partir de la déclaration de politique générale. Et c'est le reproche qu'on faisait justement à cette déclaration de politique générale qui ne fait pas suffisamment l'état des lieux. Donc, vous voyez qu'en 6 mois, on ne peut plus, en principe, le Premier ministre devrait se fonder sur la déclaration de politique générale et en fonction des promesses qui avaient été faites pour faire un bilan 6 mois après. À ce moment, les choses étaient claires. On a le tableau, il y a 6 mois, dans la déclaration de politique générale, et on a un autre tableau 6 mois après, donc, et dans le discours sur la situation de la nation. Ça permet aux populations de voir un peu comment est-ce qu'on évolue et de savoir si ça s'améliore ou est-ce que ça ne s'améliore pas. Ça permet aussi d'évaluer un peu les promesses qui avaient été formulées, parce qu'il y en avait beaucoup en termes donc d'équipement des forces de défense et de sécurité, même dans d'autres domaines comme l'éducation, comme l'agriculture, comme le soutien par exemple aux populations déplacées internes. Dans la déclaration de politique générale, il y a des axes qui avaient été définis, mais malheureusement vous vous rendez compte qu'on n'en tient pas compte. Et je prends un exemple banal. Par exemple, dans la déclaration de politique générale, le Premier ministre parlait de la transformation d'un produit comme le coton, donc le consommant burkinabé. Et vous voyez que là, dans son discours sur la situation de la nation, il parle déjà d'autres partenaires qui sont prêts à acheter le coton plus cher que les partenaires qui l'achètent aujourd'hui. Est-ce que désormais on va plus transformer le coton, on va le vendre, ou bien dans quelle justement situation on se trouve? Donc, ce sont les malaises un peu qu'on a quand on suit le discours. Maintenant, pour les chiffres, encore une fois, comme le disait Michel, on ne peut que les prendre comme ça et peut-être après faire des investigations pour essayer de comparer, voir si effectivement on est vraiment là, même si on reste encore un peu inquiet de voir qu'il dit que ça va, il y a une amélioration, mais malheureusement il n'est pas prêt à aller aux élections, alors qu'on n'est qu'à l'introduction, selon ce que le président donc, de la transition a dit. En principe, si on a pu faire ça dans l'introduction, donc dans le développement, en principe ça devrait s'accélérer, et puis on fait la conclusion, on organise les élections et puis on s'en va. On va permettre une réaction à Michel Nana. Cela dit, je pense que si les chiffres avancés par le Premier ministre sont vrais, je pense que, comme c'est lui qui l'a dit, les chiffres sont vérifiés, et il faut les féliciter pour le travail qui a été abattu. Il faut les féliciter et les encourager pour qu'ils puissent continuer à redoubler d'efforts dans la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont pris le pouvoir. Moi, je pense que ce discours-là avait un objectif, c'est une communication politique. Ce n'est pas rentrer dans les questions techniques dont Paul parlait. Boukari va parler d'un discours de division. Est-ce que vous êtes d'accord avec? C'est l'impression que moi j'ai. Parce que dans le langage courant, on a appris que dans notre pays,
il y a des apatrides, il y a des patriotes, il y a des Burkinabés qui sont de vrais Burkinabés et d'autres des étrangers. Dans le langage courant, on entend des choses comme ça. Mais pas du Premier ministre. Pas du Premier ministre. Et moi, je m'attendais à ce que le Premier ministre, dans son langage, fasse comprendre qu'un Burkinabé est un Burkinabé. Et que pour construire ce pays-là, on a besoin de tout le monde. Quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences, quels que soient nos antagonismes. Mais que le Premier ministre tienne des propos de ce genre, je ne sais pas si ça a été préparé ou bien ça a été juste un lapsus. Il répondait à une question. Quel que soit. Qu'il soit bien qu'il soit préparé ou que ce soit un lapsus, ça veut dire que quelque part, c'est de la division d'un Burkinabé qu'on veut ici. Et lui-même, en tant qu'avocat, s'il devrait faire le lexique, s'il devrait faire une analyse conceptuelle de ce qu'il a dit, c'est à la conclusion à laquelle il va aboutir. Cette phrase-là, ça veut dire que c'est une division de Burkinabé qui est actée, et qu'on veut acter. Je suis d'accord avec ce que Waba dit. Oui, mais sur l'aspect des 65% du territoire qui serait sous contrôle, est-ce qu'il n'y a pas une avancée au-delà de tout? On a vu Ousmane parler. On va désormais certainement utiliser cette statistique-là. Vous n'y croyez pas également? C'est difficile d'y croire parce que le Premier ministre n'a apporté aucun élément de preuve. D'ailleurs, si vous l'avez suivi, la façon dont il a annoncé ça, c'était de façon lapidaire. Il faut déjà faire le constat que le Premier ministre il a fait vraiment un discours dans lequel il était très à l'aise. Vraiment un vrai tribun. Malheureusement, quand il est arrivé au stade des réponses, il n'était plus le même. Le Premier ministre, on a l'impression que toutes les réponses ont été des choses qui lui ont été fournies comme ça par les services techniques et qui se contentaient de relayer, de communiquer ça, de lire ça aux députés. Le chiffre de 65%, ça a été lu comme ça, sans que le Premier ministre ait pris le temps même de commenter ça. C'est lui d'abord qui devait nous commenter son 65%, nous expliquer comment on l'a obtenu. Il y a au moins 3 ou 4 régions à fort défi sécuritaire. Le Sahel, le centre-nord, l'Est, dans une moindre mesure, la boucle du Mouhoun, qu'on nous dit dans laquelle de ces régions-là, effectivement, on a pu conquérir de nouvelles terres. Il n'y en a pas. Au moment où le Premier ministre tenait son discours, il y a 2 régions où la situation était très critique, plus que de par le passé. L'Est, notamment dans la province de la Kompienga. Donc vous voyez, la commune de la Kompienga était une des communes où les gens arrivaient encore à se mouvoir, parce que ça fait au moins plus d'une année que Pama est sous blocus. Ceux qui sont à Pama ne peuvent pas sortir. L'axe Fada-Pama est bloqué, on ne sait pas depuis quand maintenant. Au moins à Kompienga, Nadiaou, des gens se déplaçaient. Mais ces 2 communes-là sont sous blocus. Impossible de se déplacer. Et il y a des exactions. Il y a un député maire qui a été enlevé, relâché, il y a eu des tueries. Ça, c'est pour ce qui est de la région de l'Est. Dans la boucle de Mouhoun, au moment où le Premier ministre parlait, il y a un village Wakara qui a fait l'objet d'une attaque où on parle d'une trentaine de morts. Je vais dire une trentaine de morts, on parle, mais là, j'ai même des sources de ressortissants de la localité. Ça s'est passé la nuit de dimanche passé, avant le discours. Mais il n'y a aucune communication officielle là-dessus. Et après l'attaque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le village s'est vidé. Donc, moi, j'aimerais que le Premier ministre nous dise peut-être depuis que le MPSR est là ou bien le MPSR 2, quels sont les axes qui étaient infréquentables et qui sont désormais fréquentables. Vous en connaissez un seul axe? Est-ce que je ne coupe pas, mais est-ce que peut-être c'est pas par stratégie que le Premier ministre ne donne pas, par exemple, ces éléments-là? Non, parce que oui, bonne question. Est-ce que donner, c'est pas aussi permettre à l'ennemi de repartir de... Très bien. Non, quand on dit sous contrôle, c'est sous contrôle. Puisqu'il a parlé de 20 autres pourcents où l'accès est limité. Donc ça veut dire là-bas, on est en train de récupérer. Mais là où on a récupéré, là, on ne doit pas avoir peur de dire qu'on a récupéré une localité. Quand ils ont récupéré Solonzo, c'est eux-mêmes qui ont communiqué sur Solonzo. Eux-mêmes, ils ont dit que Solonzo a été récupéré et le chef de l'État en personne, le capitaine Ibrahim Traoré, est allé à Solonzo pour nous tenir un discours là-bas, à l'occasion du Nouvel An. Ça s'est passé ou bien ça ne s'est pas passé? Donc, ce n'était pas un secret. Après,
Il y a eu Falanguntu, qu'on a dit qu'on a récupéré également. Mais immédiatement, pratiquement la semaine qui a suivi, il y a eu des incidents à Falanguntu. On n'est plus revenu là-dessus pour nous dire si définitivement Falanguntu a été repris ou pas. Mais depuis ça, il n'y a plus eu de communication sur une localité qui a été récupérée. Mais je vous parle de quelque chose qui doit être assez expressif. C'est la question des axes routiers. Parce que c'est par là que les terroristes nous gagnent. C'est par là qu'ils bloquent le pays. Est-ce que vous connaissez un axe routier qui était dangereux, qui était infréquentable et qui désormais est fréquentable depuis un certain moment? Il n'y en a pas. Bien au contraire, d'autres axes se sont bloqués. À un certain moment, des gens arrivaient encore à faire à l'axe Dori. C'est impossible. Est-ce que l'axe Kaya-Dori s'est amélioré? Pas du tout. C'est devenu davantage dangereux. Donc pour moi, dire qu'on a récupéré... Le Premier ministre aurait dû, pour nous parler très nettement, aurait dû se présenter à l'Assemblée même sur cette question-là avec une carte de Burkina. C'est important, il faut être pédagogue. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir dans le bureau ovale du capitaine Ibrahim Traoré une carte grand format du Burkina Faso. Je crois qu'il y en a, oui. Est-ce que vous voyez? Qui lui permet de voir la situation du pays et que cette carte-là est renouvelée avec nous, nos couleurs. On ne va pas laisser les autres badigeonner le pays en rouge, en blanc, en quoi, mais c'est nous qui utilisons nos propres codes pour dire là, c'est situation difficile, ici, situation plus ou moins, ainsi de suite, et on améliore. Le Premier ministre, s'il veut réellement qu'on croit à son 65%, aurait dû se présenter avec une carte comme ça, pour nous montrer, vous dire, vous voyez, en allant du nord, en descendant, voici ce qui a changé. Dit ainsi, est-ce que c'est pas refusé de reconnaître qu'il y a tout de même des avancées? Il y a bien sûr des avancées. Vous voyez, on l'a dit, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, comme le capitaine lui-même l'a dit, on est à l'introduction de la guerre. C'est à ce niveau-là qu'il y a des avancées. Quelles sont les avancées que nous avons aujourd'hui? Et ça, personne ne peut le nier. On a un nouveau discours. Des autorités qu'on voit qui sont très volontaires ou volontaristes. C'est une bonne chose, comparativement en tout cas à leurs prédécesseurs. On a une réorganisation de l'armée. Je ne suis pas un stratège militaire pour savoir si c'est ce qu'il fallait faire ou pas, mais quand on crée 6 birs, et récemment même, ils sont passés de 6 birs à 12 birs, donc des brigades d'intervention rapides. C'est bien ça, non? Oui. Quand bien même il y a des attaques, on ne les voit pas forcément intervenir. Il y a des acquisitions de matériel également. Très bien, des acquisitions de matériel. Donc tout ça, vous voyez qu'on est plus ou moins en amont de la guerre. C'est de la logistique, c'est de l'organisation. Mais en termes de récupération, sur ce point-là particulier, en termes de récupération, moi je pense que c'est très difficile de parler d'avancée. Et l'autre point qui entre peut-être sur le plan humanitaire, c'est la question des PDI. Tout à fait. Le Premier ministre a annoncé 125 000 personnes qui sont retournées chez eux. Vous savez que 125 000 personnes par rapport à cette situation humanitaire-là, c'est une goutte d'eau dans la mer. On peut s'en réjouir, mais c'est insignifiant. Et je ne suis pas sûr que les 125 000 personnes qui sont retournées chez eux là permettent de changer significativement les chiffres qui ont été avancés par le CONASUR et qui sont contestés par le gouvernement. D'accord, nous allons permettre une réaction avec Michel Nana, oui. Toujours sur l'aspect sécuritaire. Oui. Le chef du gouvernement, dans son adresse, parle maintenant d'aller au-delà de 100 000 VDP. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous sommes... Parce qu'il y a eu ces critiques venues même du Niger, ça veut dire que le gouvernement s'assume pleinement. Est-ce que vous en convenez? Oui, je pense que le gouvernement est dans une posture où il faut des résultats. Et dans sa stratégie de faire de la guerre populaire, le gouvernement pense que les VDP sont une solution, sont la solution pour inverser la tendance. Et aller à 100 000 VDP, je ne sais pas ce qui s'est passé en temps pour qu'on revoie, on veut aller jusqu'à 100 000, parce qu'on avait cru que les 50 000 là c'était suffisant. Maintenant qu'on va à 100 000, ça veut dire qu'il y a une situation qui a changé quelque part. À quel niveau? Il n'y a que le gouvernement qui a ces éléments-là. Moi, mon souci ici, c'est surtout comment prendre en charge ces 100 000 BDP. C'est 50 000 en plus, j'espère. 50 000 en plus, comment on va prendre en charge ces gens-là? Déjà que pour les 50 000, on est en train de suivre sang et eau pour pouvoir les équiper.
pouvoir les nourrir en tout point de vue, payer leurs salaires, prendre en charge tout ce qui est tous leurs besoins pour pouvoir être opérationnels sur le terrain. Voilà. Si on ajoute les 50 000 autres, alors que l'économie est au plus bas, alors que sur le plan social, les Burkinabés sont en train de ployer sous le poids des difficultés, comment on va pouvoir financer ça? Et qu'en même temps aussi, au niveau international, nos rapports avec nos partenaires ne sont pas au bon fixe. Peut-être déjà il y a une formule. J'aurais aimé que quand le Premier ministre, en annonçant les 100 000, que le Premier ministre dise en même temps comment on comptait les mobiliser, comment on comptait les prendre en charge. Et pour quelles raisons d'ailleurs on va quitter les 50 000 pour aller à 100 000? Pour quelles raisons? Et l'autre corollaire de cette crise sécuritaire, c'est bien sûr la situation humanitaire dont faisait cas Boukari Ouba. Beaucoup de choses ont été dites sur le nombre de personnes déplacées internes qui seraient retournées chez elles. Cette fois-ci, on parle du chiffre de 125 000 PDI qui seraient repartis chez elles. Boukari Ouba trouve insuffisant pour le temps mis. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane Paré? Non, en fait, pour moi, c'est d'abord de consolider ces chiffres-là, parce que la structure qui a habilité justement à communiquer sur les chiffres des populations déplacées internes, qui est en contact avec ces populations déplacées internes, c'est bien le CONASUR. Donc, je crois qu'on aurait dû, justement, s'il y a eu des manquements, tout simplement les faire savoir au CONASUR, amener le CONASUR à revoir ces chiffres et à communiquer autour de cela. Mais vous avez vu que quand le communiqué du CONASUR est tombé, c'est la ministre qui est allée d'abord sur le plateau de la RTB pour contester d'abord ces chiffres. Pour moi, c'est assez grave. Parce que ce n'est pas une autre structure, c'est une structure du ministère de l'Action humanitaire. Une structure technique qui a fait le travail. Donc s'il y a un problème, on conteste d'abord à l'intérieur. À l'interne, on trouve des solutions. Mais que, par exemple, vos agents produisent un document et que vous partiez d'abord sur les médias pour contester ça, pour moi c'était malsain. Et encore le Premier ministre qui revient pour communiquer autour de cela. Ça pose le gros problème de communication en réalité dont Boukari Ouba parlait. Je crois qu'on est dans une communication politique, je crois que Michel aussi en a parlé, mais très mal articulée. Et j'ai bien peur que ça me se retourne encore contre le gouvernement. Parce que si on fait une communication qui ne s'inscrit pas dans une stratégie bien précise, avec des objectifs clairs, en fait, en réalité, on ne sait pas le résultat qu'on va atteindre. Parce que c'est vrai, ça peut consolider des choses au niveau de l'aspect purement politique, mais sur le plan, par exemple, de la guerre, je ne sais pas ce que ça nous rapporte. Voilà, tout ce qu'on est en train d'avoir comme communication. Moi, la question qu'on peut se poser, même quand le Premier ministre parle, vous vous demandez à qui il est en train de parler au juste. Est-ce qu'il parle aux Wagalais, il parle aux populations déplacées internes, il parle aux populations qui sont confrontées justement à la dure réalité du terrorisme, il parle aux terroristes, on ne sait pas en réalité à qui on adresse la parole. Aussi bien le Premier ministre que le discours de façon globale, même du président, de la transition. Il y a un élément qui est aujourd'hui clairement établi dans le contre-discours terroriste sur les terroristes. En fait, on parle peu, on agit plus. Et quand vous faites des actions de propagande, à chaque action de propagande, les terroristes répondent par des actes de répression. Quand vous faites des images qui passent souvent dans les discours, vous les humiliez, il faut comprendre aux populations, en réalité, qu'ils ont sous leur contrôle, que c'est eux qui maîtrisent la situation. Donc quand vous dites un mot, et ils vont passer par des attaques. Donc est-ce que justement on pèse les deux avant justement d'articuler un peu la communication qu'on est en train de porter. C'est la même chose par rapport à la situation humanitaire. On peut dire beaucoup de choses, mais la réalité est là. Vous voyez que même les médias n'en parlent pas. Le CONASUR qui faisait son point de façon, je crois que c'était de façon mensuelle. Maintenant, des fois, on attend 3 mois, on attend un peu longtemps avant de communiquer. Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut admettre que c'est vrai, on a la volonté, il y a des efforts qui sont consentis, mais il y a une réalité qui est là. Et c'est ce discours justement qu'on adresse à la population, en fait aux victimes de ces actes-là. Au moins pour leur traduire notre compassion. Nous avons tous des amis, des frères, des parents qui sont dans l'armée. Et quand vous perdez quelqu'un et qu'il n'y a pratiquement pas de communication autour, quand il y a une attaque, et que les membres de la famille ne savent même pas, qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur fils, s'il est décédé, il n'est pas décédé, et qu'il y a un silence total autour de la question, peut-être pour ceux qui ne savent pas,
ça peut donner l'impression que les choses avancent, mais pour ceux qui sont directement concernés par la question, c'est des frustrations et ce sont des ennemis qu'on se crée et sans peut-être s'en rendre compte. Je ne dis pas forcément des adversaires, mais pratiquement des ennemis, parce que ce sont des gens qui se disent que l'État ne compatit pas à leur douleur. Et ce sont des gens qui se disent que, en fait, leurs frustrations ne sont pas partagées par les autres Burkinabés. Et je crois que ce sont des critiques qui montent de plus en plus, même à l'endroit des médias. Vous avez des zones où il y a des attaques, personne n'en parle, des gens qui vous appellent pour vous informer et des gens qui vous disent de toute façon, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne font plus partie du pays parce que ce qu'ils sont en train de subir, ce n'est plus la préoccupation, de l'État, ce n'est plus la préoccupation des médias. Donc, c'est comme si on les laissait entre les mains, justement, des groupes armés terroristes. Donc, pour moi, il y a lieu d'assainir la communication à ce niveau, sans faire de la propagande, sans décourager qui que ce soit, mais reconnaître, soutenir ces populations-là, leur faire comprendre qu'il y a des actions qui se mènent à leur endroit. Réaction. Je vais juste dire deux choses. Premièrement, le chiffre avancé par le Premier ministre ne devrait pas être avancé. Expliquez-vous. Parce que quand le Premier ministre dit qu'il y a 125 000 personnes qui se sont PDI qui ont retrouvé environ 20 000 ménages. 20 000 ménages qui sont retournés chez eux. On devrait se demander, au regard de la pression déjà sur beaucoup de jeunes, combien de personnes ont quitté leur zone. Pour faire le rapport, on doit faire le rapport entre ceux qui retournent et ceux qui se déplacent. C'est difficile. Et avancer les chiffres comme ça, on a l'impression que c'est juste pour dire que nous avons un bilan, que nous avons des résultats, et voici ces résultats-là, vous ne pouvez pas nous critiquer. Alors qu'on n'est pas là pour montrer des résultats de ces gens-là. On est là pour une victoire. Et puis vous n'avez pas besoin d'avancer des chiffres comme ça. Si c'est juste leur conseiller, ces chiffres-là, on peut dire qu'il y a des gens qui repartent chez eux, mais on ne peut pas donner de chiffres. Et voilà. Si on n'a pas donné de chiffres là, nous n'allons pas polémiquer. Et beaucoup de questions n'allaient pas se poser. Parce que le Premier ministre lui-même, qui est un homme des médias, s'il était devant nous, et qu'on lui disait ce chiffre-là, on lui donne ce chiffre-là, vous allez voir sa réaction. Voilà. La deuxième chose, j'estime qu'il faut que le gouvernement ait de la cohérence dans ce qu'il fait. C'est vilain que les services techniques fassent un travail pour le gouvernement et un travail qui est entériné par le gouvernement, à commencer par le ministre, ensuite par le Premier ministre, et que par la suite, il peut y avoir un problème de communication. Le gouvernement n'a pas à polémiquer avec ses services techniques. Mais on se souvient que même en Conseil des ministres, la décision est revenue. Je sais. Mais c'est eux qui produisent les chiffres, non? Si vous m'envoyez un document qui n'est pas bien, que je ne partage pas, je vous dis, allez-y, recommencez. On discute d'abord, on s'entend sur le contenu, après on sort communiquer. Puisque les chiffres, ils ont les chiffres avant les gens. Aujourd'hui, que le ministre peut sortir et critiquer des données communiquées par son service technique, mais c'est quand même, moi c'est la première fois que je vois des choses de ces gens-là. Oui, et c'est pas une bonne affaire. Oui, en fait, c'est par rapport à la communication globale. En réalité, il faut que le gouvernement admette que quelle que soit sa bonne volonté, en fait, tout ne peut pas être parfait. Vous avez vu récemment le débat autour, par exemple, de la prime ou bien des salaires des entraîneurs. Vous avez vu, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, a parlé sans que personne ne sache ce qu'il veut dire exactement. Il ne dit pas il y a un pays, il y a retard de paiement ou il n'y a pas retard de paiement. On fait toute une conférence de presse du gouvernement. Le ministre des Sports revient là-dessus. Et vous le lisez, vous l'écoutez, vous ne savez pas ce qu'il veut dire au juste. Il y a un contrat, on n'a pas dit que c'est par mois. Mais si c'est payé, c'est payé. C'est pas payé, c'est pas payé. Est-ce que tout un gouvernement a besoin de revenir sur des éléments comme ça pour juste montrer et que lui, il n'y a rien à lui reprocher? On peut reprocher des choses à tout le monde. On ne va pas s'éloigner du sujet, mais le ministre des Sports sur la question a été clair. Le contrat ne prévoit pas que les salaires doivent être payés à un mois. Justement, c'est ce que je dis. C'est une réalité que vivent les entraîneurs, même au niveau des seniors. C'est ce que je dis.
ils ont posé le problème, c'est qu'il y a un problème. On règle le problème au lieu de revenir chaque fois au niveau de l'État pour polémiquer sur ces détails. L'autre élément, c'est par exemple à la question de la négociation avec les terroristes. Vous avez vu que le Premier ministre, dans son discours, il va, comme le disait tantôt, faire l'amalgame entre les terroristes, en fait, et tous ceux qui parlent aujourd'hui des négociations. Tout le débat autour de la négociation est parti d'un colloque qui a été organisé par des chercheurs. Et à l'issue justement du colloque, entre autres propositions, il y a la question de la négociation qui est revenue. C'est après ce colloque que je crois que l'une des premières sorties, c'est celle du président de la transition et qui a parlé, vous savez, de quelle manière de cette question de négociation. J'en parle parce que je pense qu'il va falloir tout simplement à un certain moment reposer de façon franche le débat sur la table et donner en fait à chaque mot un contenu bien précis. Quand le Premier ministre dit, on peut être d'accord, hein, on ne va pas négocier, on va combattre, etc., etc. Mais jusqu'à quel niveau? Parce que quand vous prenez la situation de façon globale pour ce qui concerne l'Afrique, prenez des pays comme l'Algérie, des pays comme la Mauritanie, qui sont considérés comme des pays qui ont pu vaincre d'une manière ou d'une autre le terrorisme, mais vous savez tous les dessous justement de la relation que ces deux pays ou bien d'autres pays ont avec les groupes armés terroristes. Parce que vous lisez tous les documents sur la crise sécuritaire, on ne voit pas aujourd'hui un pays qui a pu neutraliser, en fait, mettre en néant, supprimer tous les terroristes sur son territoire. Il peut y avoir de l'avancée, mais à un certain moment, il y a une forme de dialogue qui s'instaure. Donc ceux qui parlent de ce dialogue, il ne faudrait pas penser que ce sont justement des gens qui sont des terroristes, mais ce sont des réflexions justement que les gens portent pour qu'ensemble on puisse voir quelle solution on peut trouver à la crise. Parce que, est-ce que le tout militaire aujourd'hui peut être la solution? La question qu'on se pose, on parlait tantôt des VDP, parce que de toute façon les soldats, le nombre est limité. Et quand vous voyez, par exemple, la répétition des mouvements sur le terrain, à un certain moment, vous demandez si physiquement les gens vont tenir. J'espère qu'on ne va pas parler donc de démoralisation des forces de défense et de sécurité, mais parce que s'il faut aller, il faut être permanemment sur le terrain. C'est un coût sur le plan physique, c'est un coût sur le plan, en fait, économique. Est-ce qu'on est suffisamment prêt justement à supporter ces deux coups-là? Donc ce sont des questions à un certain moment qu'il faut se poser et voir aussi le rythme même des opérations sur le terrain. Au-delà, on appelle la population justement à soutenir, les gens sont dans les rues, les gens soutiennent le régime, mais c'est aussi de réfléchir à comment justement on peut avancer sur un certain nombre de questions, notamment les questions économiques, parce que le Premier ministre s'est énervé à un certain moment en répondant aux questions quand les gens parlent des axes routiers, etc. Alors qu'il avait annoncé dans sa déclaration de politique générale. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Quelle synergie d'action on peut avoir pour essayer d'avancer sur les questions? Ce sont des questions qu'il faut à un certain moment posé. D'accord, nous sommes pris par le temps. Nous allons terminer sur cette question du décryptage avec Boukari Ouba concernant l'aspect électoral. Vous avez dit sur ce plateau que la finalité de toute transition, c'est l'organisation des élections. Le chef du gouvernement, lors de sa déclaration sur la situation de la nation, dit qu'on ne peut pas parler d'élections sans sécurité. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne sais pas qu'est-ce que le Premier ministre a comme mission. Parce que sa mission ne devait pas être autre que ça. Ça, je vais le répéter encore. Les priorités sont connues, dont la sécurité. Non. Quand vous êtes en transition, c'est que vous êtes en crise. Donc, gérer la crise, sortir de la crise. Mais quand vous écoutez le Premier ministre, il n'y a aucune perspective. Il ne va pas dans la perspective de sortir de la crise. Vous avez écouté son discours là. En réalité, ça même, c'était peut-être pas le discours sur l'état de la nation. C'est un autre discours de politique générale. Vous avez écouté les grands chantiers qui ont été annoncés dedans, des chantiers de chemin de fer, des changeurs, des routes dans ces mêmes régions qu'on dit inaccessibles là. Et à aucun moment, il ne parle de comment on met tout ça là en musique pour aller vers la sortie de crise, donc vers l'organisation des élections. Donc ça veut dire qu'il n'a aucune intention de faire des élections. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on réduit tout ce discours-là et on ne parle pas des élections? Parce que quand il parle des élections, c'est suite à la question d'un député. Autrement, lui-même, il n'en parle pas dans son bilan. Et quand on lui pose une question, ça aussi j'ai déjà eu à le dire, vous pouvez faire le constat, hein, chaque fois qu'on leur parle d'élections, ils s'emportent. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit le ministre, le Premier ministre, j'ai même écouté récemment, je crois que c'était le ministre d'État Bassirou Mabazie, quand il est question d'élections, il s'emporte. La façon dont le Premier ministre a répondu à la question des élections, à la limite,
Les élections sont devenues leur otage. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de chantage en brandissant la question sécuritaire pour mettre sous boisseau la question des élections. Oui, mais est-ce qu'une élection est possible sans sécurité? Le Premier ministre a pris le cas de l'opposant malien qui avait été pris en otage pendant qu'il battait campagne. Le Mali a quand même organisé des élections. Et le Mali vient de programmer une élection, puisqu'il prévoit faire un référendum. Je crois que la date même a été fixée. La question des élections, ou si vous voulez, la question de la lutte contre le terrorisme, pour rejoindre ce que Paré disait, je ne pense pas qu'un jour on va neutraliser tous les terroristes là. Donc si on a pu s'enfermer dans une salle climatisée à Ouaga 2000 et désigner un président, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, il ne peut pas être plus légitime que quelqu'un qu'on va voter sur 65% du territoire. Ceux-mêmes qui disent que 65% du territoire est sous contrôle. Vous imaginez quelqu'un qui va être désigné, en tout cas si les élections sont bien organisées. Je ne parle pas des questions de fraude, ça c'est d'autres aspects qu'on gère dans nos élections. À considérer qu'on organise les élections là sur 65% de notre territoire et que c'est bien organisé, cette personne-là serait moins légitime que quelqu'un qu'on a désigné dans une salle à Ouaga 2000. Pas du tout. Donc, il ne faut pas qu'on continue de brandir la question sécuritaire pour dire qu'on ne peut pas organiser des élections. Dites, nous travaillons à pouvoir organiser les élections et à bonne date, tel que prévu dans le calendrier de la transition. Mais si on doit chaque fois s'emporter lorsqu'on parle des élections, pour moi, l'intention, elle est claire et nette. Nous avons affaire à des gens, excusez-moi, je ne sais pas si je suis trop dur, de mauvaise foi, qui n'ont même pas envie du tout d'organiser des élections. On ne va pas en arriver là et on va passer au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Le mandat d'arrêt émis contre l'ancien président et ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida est désormais levé. Michel Nana, est-ce que c'est une surprise pour vous? Une surprise? Non, je ne veux pas dire que c'est une surprise ou pas, hein, parce que ça fait quand même 7 ans. C'est 7 ans après qu'une de ces décisions a été prise. En fait, la question que je me suis posée en apprenant la nouvelle, c'est pourquoi avoir attendu tant d'années avant de dire qu'on est incompétent pour traiter d'une telle affaire. C'est la question que je me suis posée. Sur un mandat d'arrêt, c'est une question de justice. Hein. À tout moment, ça peut aller dans tous les sens. Mais pourquoi attendre 7 ans? 7 ans. Les enfants qui sont nés en 2016 ont aujourd'hui 7 ans. Ils sont au CP2 ou CE1. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait des mains politiques derrière? Est-ce qu'il y avait des règlements de compte derrière? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est je suis heureux pour Yacouba Isaac Zida qu'il ait encore une opportunité, parce que c'est une fenêtre qui est ouverte, pour qu'il puisse revenir au pays et contribuer à la construction de son pays. Voilà ce que je peux dire. Alors, Ousmane Paré, est-ce qu'on pourrait rejoindre ceux qui estimaient autrefois qu'il pourrait s'agir d'une cabale politique? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut aussi se poser la question si c'est un arrangement politique aussi. Hein. Donc, ça peut aller dans tous les sens, étant donné qu'on a vu Yacouba Isaac Zida faire des yeux doux au capitaine Traoré à son arrivée. Donc, on se rappelle les publications et puis, en tout cas, tout ce qu'il y avait comme mot doux, encouragement à l'endroit du pouvoir actuel. Certainement qu'il y a un deal, entre guillemets, il y a une entente entre les deux parties. Je le dis, je ne dis pas que la justice n'est pas indépendante, mais je me dis que ce sont des choses qui ne sont pas forcément à exclure. Est-ce que peut-être que le pouvoir aussi a besoin de son expertise, de son savoir-faire donc en la matière, étant donné qu'en 2 ou 3 publications, je crois qu'il a donné des idées par rapport à ce qui peut être fait. Mais en même temps, ça nous amène à nous poser des questions sur le fond, en fait, de ce qui lui était reproché, parce que concrètement, de façon factuelle, est-ce qu'il y a désertion ou pas? Et comment on traite cette question? Et il y a aussi, n'oubliez pas, l'aspect donc de l'insurrection. Donc, comment est-ce que l'ensemble de ces questions, c'est vrai que ce n'est pas ce qui est concerné directement par la situation que nous vivons, mais comment justement tout cela sera comment dirais-je, étudié. Et en même temps, si lui,
a pu en bénéficier. Et si c'est dans le cadre là, si vraiment d'un arrangement, peut-être pour une contribution, on peut se demander aussi pour tous ceux qui sont encore détenus. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin aussi de leur contribution dans la lutte contre le terrorisme? Vous voyez que ça ouvre la porte à toutes sortes d'interrogations. Mais on se dit que c'est la justice qui a décidé. On ne peut que se plier justement à cette décision de justice, sans que justement cette décision de justice ne nous empêche justement de savoir clairement ce qui s'est passé entre-temps, ce qui lui est reproché, si on est dans un déni aussi de justice. En même temps, on ne peut pas aussi s'empêcher de rigoler un peu par rapport aux déclarations qui ont suivi, notamment, je crois qu'il y a lui-même, il y a surtout l'Union MPS, donc voilà, qui a fait une déclaration pour saluer justement cette décision de justice. Si on sait peut-être que l'Union MPS, quelque part, il y a l'Union PS, qui était dans le gouvernement passé. Donc c'est un jeu politique. Je crois que ça permet justement à tous les acteurs de voir comment est-ce qu'on évolue, où est-ce qu'on va et quels sont les intérêts qu'il y a lieu de défendre ou pas. Alors on se rappelle des conditions dans lesquelles Yacouba Isaac Zida s'était retrouvé en exil au Canada. Aujourd'hui le mandat d'arrêt qui avait été émis est désormais suspendu. Est-ce qu'on pourrait donner raison à ceux qui estimaient qu'il s'agissait d'une cabale politique? Déjà, au départ, je ne pense pas que c'était véritablement un exil. Il avait sa famille qui était au Canada. Donc, à la fin de la transition, il est parti pour voir sa famille. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, en fait, c'était un dossier qui ne m'avait jamais véritablement intéressé. En fait, je ne sentais pas le dossier. J'aurais trouvé plus utile, plus intéressant que le Premier ministre soit poursuivi pour sa gestion. Vous savez qu'à la fin de la gestion, le Premier ministère a été audité. On nous a même parlé effectivement d'une gestion pas tout à fait orthodoxe. Mais la gestion a également été blanchie. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de poursuite par rapport à cette gestion. Si c'était par rapport à cette gestion, moi, ça avait un intérêt pour moi. Mais quelqu'un qui, je ne sais pas si son titre de général de division a été retenu ou pas, mais même à considérer que c'est le lieutenant, qui fut Premier ministre, qui fut chef de l'État, donc chef suprême des armées, qu'on dit qu'on poursuit pour désertion et désobéissance. Vous pensez que demain, si le capitaine Ibrahim Traoré quitte le pouvoir, il va repartir pour prendre ces cobras-là pour commander? Quand même. Donc, véritablement, je ne vois pas quelle obligation il avait à aller se mettre dans les rangs, ou alors qu'on nous dise concrètement quelle mission militaire on lui a confiée qu'il n'a pas exécutée. Donc, il s'est retrouvé là-bas d'une certaine manière en vacances, comme pour prendre l'air après cette pression de la transition-là. Et juste parce que, là, pour revenir à votre question, il y avait intérêt à l'inquiéter par rapport à ses ambitions, parce que là, il faut avouer que le monsieur n'a pas été très stratégique. Tout le monde a vu venir Yacouba Isaac Zida avec ses ambitions qui étaient clairement affichées, c'est qu'il devait être candidat à une de ces élections le plus tôt possible. Donc effectivement, cette affaire-là a été montée. Pour l'empêcher donc de revenir, il y est resté. Ça tournait. Malheureusement, on constate aujourd'hui que c'est les mêmes là, ceux qui tapent leur tam-tam et ceux qui dansent, ceux qui avaient trouvé intérêt de le poursuivre. C'est la même justice militaire, là, même si les individus ont changé. Et ceux qui reviennent aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas lieu, du moins qu'ils sont incompétents. Le motif, c'est quoi? Puisque je crois que c'est en mai 2017 qu'il a été radié des forces armées. Donc aujourd'hui, la justice militaire constate que Yacouba Isaac Zida n'étant plus militaire parce qu'il avait été radié, eux, en tant que justice militaire, ils ne peuvent pas juger, ils ne sont pas compétents pour juger quelqu'un qui n'est plus militaire. Donc, le motif tombe, voilà, l'objet de la poursuite tombe, donc on lève du coup le mandat d'arrêt. Mais vous savez, entre la justice et puis la politique, c'est chambre-salon, hein, c'est ce que Paré disait. On a vu depuis un certain moment, peut-être même si ce n'est pas officiel, j'ai l'impression, je dis bien impression, que Yacouba Isaac Zida fait partie justement de l'un des conseillers du pouvoir actuel. En tout cas, sur Facebook même, il conseille. Voilà, régulièrement il fait des posts, c'est pour adouber, il encourage ça, en tout cas c'est bien. C'est la mobilisation générale. Donc, voilà, c'est la mobilisation générale, donc on vient de le mobiliser.
Voilà. Mais en tout cas, moi, en fait, cette décision, ça me laisse de marbre, quoi. Je ne vois pas véritablement. Et nous sommes véritablement pris par le temps. 5 minutes d'émission et nous passons au dernier sujet. 9 morts au Sénégal à la suite des manifestations nées de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Ousmane Paré, le pays de la Teranga semble avoir mal à sa démocratie. Mal à la démocratie, moi je vois peut-être ça comme l'expression, je ne sais pas s'il faut dire véritablement de la démocratie, même si on peut déplorer toutes les victimes et puis ce qu'il y a comme manigance, c'est assez déplorable de voir la situation que le Sénégal est en train de traverser. Mais en même temps, je crois qu'on est surtout tout le monde en train de juger sur la base d'intention. Et peut-être que si on arrivait comme ce fut le cas il y a quelques années avec Maître Watt, voilà, les gens allaient mieux s'exprimer à travers les urnes. Mais en même temps, c'est un peu difficile, je l'ai dit, à part les victimes, de se prononcer par rapport à la question. Parce qu'on ne sait pas, Bouba le disait tantôt, la limite véritablement qu'il y a entre la justice et puis, comment dirais-je, la politique, la manipulation. Vous avez vu que les partisans de Sonko ont toujours dit que c'est une cabale contre leur candidat. Et quand vous voyez aussi le verdict, finalement, vous vous demandez pendant combien d'années on a dit que c'est un cas de viol. Et alors que, bon, à la barre, on se rend compte que, bon, même s'il y a eu réaction, c'était de façon consentante, il n'y a pas eu... Donc, vous voyez, est-ce qu'on avait besoin de tout cela? Et tout le monde voyait la tournure que prenaient les choses. Donc, quelque part, on s'est dit que c'est quelque chose qui a été tout simplement monté et pour casser un candidat. Et ce n'était pas la première fois. Mais je crois que ça caractérise peut-être toutes les démocraties. On a vu peut-être même dans les pays qu'on appelle un peu les grandes démocraties. Et pour moi, le plus important est que la société civile soit forte, que les institutions aussi soient fortes. Parce que si les institutions avaient été fortes, si les gens avaient confiance dans les institutions, on ne serait pas là. Donc là, on peut dire quand même que le pays a un peu mal à sa démocratie, parce qu'autrement, on aurait pu canaliser toutes ces forces négatives et puis voilà, passer sans aucun problème. Maintenant, les manifestations, je crois que ça fait aussi partie de la démocratie et on prie Dieu qu'il y ait moins de morts surtout. Alors au niveau des éditions Le Pays, l'on s'est interrogé sur la question à travers un édito intitulé « Macky Sall réussira-t-il à éteindre l'incendie ?» Bien entendu, cette question a été posée à la veille ou le jour de l'ouverture du dialogue national initié par Macky Sall. Dialogue national est boudé par Sonko et quelques partisans, notamment des gens qui sont de l'opposition, qui sont proches de lui. Notre question était effectivement de dire que ce dialogue-là, il était le bienvenu, mais au regard du contexte. Et ce contexte, c'est quoi? C'est le verdict du jugement contre Sonko. Il y a aussi le contre-dialogue initié par Sonko. Est-ce que finalement, le président, à travers cette initiative-là, est-ce qu'il pourrait arriver à éteindre ce feu-là, à maîtriser effectivement ces décisions négatives? Nous avons la réponse aujourd'hui. Après la condamnation, la Dakar a pris feu. Et de quelle manière? On a brûlé des amphis. On a brûlé notre maison, nous, le CEST, l'école de journalisme de Dakar, une école emblématique. Pour quelle raison? Moi, ça me fait très mal que des Sénégalais commettent ces actes-là. Je peux comprendre qu'on aille brûler un palais de justice, le domicile d'un ministre, d'une autorité proche de Macky, mais qu'on aille brûler l'université, qu'on aille brûler l'école de journalisme et qu'on assiste à une telle violence, sincèrement, moi je ne peux pas comprendre ça. Et les deux personnes qui doivent répondre de ça, c'est Sonko et c'est Macky Sall. Et pour moi, quoi qu'il arrive, ces deux-là sont disqualifiés pour gérer le Sénégal. Macky Sall doit terminer son mandat, s'il a encore l'occasion, terminer les quelques mois qui lui restent et puis quitter. Pour Sonko,
je pense que légitimement, il n'a rien à voir dedans. Il doit totalement pas quitter la scène, mais il faut qu'il réfléchisse plusieurs fois. Parce que quoi qu'on dise, les conditions qui sont arrivées, c'est quelque part aussi dû de ta faute. Il peut y avoir un montage, comme dit mon voisin, mais si tu ne portes pas le flanc, le montage, c'est pas facile que ça marche. Il y a eu montage, parce que tu as diffamé d'abord quelqu'un, pour la première condamnation, et la loi dit que si tu diffames, on te poursuit. Tu es allé dans un salon de massage, et celle qui a pris soin de toi dit que tu l'as violé 5 fois. Et on va en justice. Et on dit que tu as corrompu la jeunesse pour laquelle il a été condamné. Il ne s'est jamais présenté. Si tu ne t'es jamais présenté pour donner tes arguments et te défendre, et puis tu préfères organiser la rue de façon insurrectionnelle pour que la condamnation de justice là, que la rue te blanchisse, je pense que il n'y a pas de mots en fait. D'accord, nous sommes en fin d'émission. Dernière réaction sur le sujet, vous Boukari Ouba, très rapidement. C'est triste. Je prends à mon compte ce que Michel a dit par rapport à toutes ces destructions-là. C'est vraiment dommage. Maintenant, la démocratie est véritablement en danger au Sénégal. Sauf que le Sénégal connaît ça. En 2012, ça s'est passé. Là, c'est Macky Sall qui était dans la rue contre Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est Sonko qui est dans la rue contre Macky Sall. Je crois que ça va tourner. La démocratie sénégalaise devrait triompher parce qu'on l'a toujours dit, le Sénégal, c'est l'exception en Afrique de l'Ouest, l'exception démocratique. Il faut préserver cette exception démocratique. Les militaires sénégalais ne savent pas faire coup d'État. Sinon, on leur offre pratiquement le pouvoir sur un plateau d'or. Avec tout ce qu'on constate là, je crois que hier ou bien avant-hier, là, un général ou un caporal quelque part aurait pu dire, bon, écoutez, vous là, vous nous faites chier, excusez le terme, et puis il est balai. Il faut éviter ça parce que on ne peut jamais dire jamais. Voilà. Donc, il faut qu'ils mettent le là. Et en février 2024, c'est pour bientôt. C'est l'organisation des élections. Macky Sall devra partir. Sonko vient d'être condamné pour un fait, on ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'il est disqualifié, alors que les Sénégalais trouvent quelqu'un d'autre pour conduire leur destinée. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos, une émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques qui ont permis sa réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro, mais d'ici là, portez-vous bien.